ជន់ជើងផលអ្នកគេជន់ជើងអត់ជើងខ្ញុំមិញជន់ជើងអត់មានដឹងដល់ពេលខ្ញុំដកជើងមកចេះយើងតាំងបានមើលទៅអញជន់ជើង Tout le monde rigole parce qu'en fait ils se marchent sur les pieds des uns des autres, mais en fait comme ils sentent rien, c'est quand ils veulent lever le pied qu'ils découvrent que leur pied est sous le pied des autres, donc ça les amuse beaucoup. Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desprats et Monsieur T. Bonjour à tous, 4e jour de voyage au Cambodge, aujourd'hui dans le centre pour lépreux de Kieng Leng, près de Phnom Penh, un reportage de Carole Van. ជាដំបូងគេឃើញខ្ញុំមានស្នាក់ស្នាមជាច្រើននៅពេញខ្លួនបន្ទាប់មកមានអស់ថ្លើមដៃនិងកញ្ញងម្រាមបាទហើយផ្នែកបរិជិត Donc quand je suis arrivée ici, mon corps était plein de pustules blanches, qui est un des signes clairs de la lèpre. Je ne pouvais plus fermer mes paupières, j'avais la bouche complètement tordue, j'avais un moignon de main et un pied que je ne pouvais pas utiliser. On peut voir ton pied cogné à la Voilà, une longue cicatrice où on m'a opéré. Tout mon mollet, si on me pince, quoi qu'on me fasse, je sens rien du tout. Et les mains, c'est aussi comme ça. Tout mon bras gauche et ma main gauche, qu'on me pince, qu'on enfonce une aiguille, qu'on coupe ou quoi que ce soit, je sens rien du tout. Ton œil, tu peux pas le fermer? Voilà, effectivement, je ferme, mais ça reste ouvert. Mais comment tu fais pour dormir? La nuit, je dois mettre un linge ou un tissu pour protéger mes yeux, pour réussir à dormir. Quel est ton nom? Je m'appelle Leng Sopir, j'ai 27 ans. Tu as été atteint de ta maladie à quel âge? Comment ça s'est manifesté? On a une penna bandang thachu. C'est une longue histoire, donc on va s'asseoir. On a une La lèpre. Rien que de prononcer ce mot, on fait remonter à la surface de notre mémoire collective tout un univers de cauchemars, de visages défigurés, de membres mutilés, de sons de crécelles, de châtiments divins, de malédictions religieuses et de ségrégation sociale. Et pourtant, aujourd'hui, on connaît précisément les contours de cette maladie infectieuse. On sait qu'elle est provoquée par un bacille qui touche les nerfs, la peau et les muqueuses et qui provoque des infirmités graves. Aujourd'hui, non seulement on connaît cette maladie, mais on peut également la diagnostiquer facilement, la traiter sans grands frais. D'ailleurs, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plus de 14 millions de patients ont été guéris de la lèpre depuis 20 ans. Pourquoi alors cette maladie n'est-elle pas encore éradiquée de la planète? Et puis surtout, pourquoi suscite-t-elle encore de la honte? Pourquoi dans de nombreux pays, dont le Cambodge, les lépreux sont-ils toujours rejetés et considérés comme maudits des dieux? On abordera toutes ces questions avec Harald Schmidt de Gruneck, ce Suisse ancien du CICR et chef de projet au CIOMAL, le Comité international de l'Ordre de Malte, un organisme qui finance et gère des centres de prévention, de soins médicaux, de réhabilitation sociale et de formation du personnel soignant en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, et notamment au Cambodge, dans ce centre de Kieng Leng. Voilà, c'est ça, c'est juste, Carole Van. Kieng Leng. Ouais, c'est pas très facile à prononcer. Bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes journaliste à Info Sud, suisseau-cambodgienne. Pourquoi ce sujet sur la lèpre? Parce qu'on a déjà parlé des Khmers rouges, début de semaine. C'est une image très sombre de votre pays. Pourquoi est-ce que vous aviez envie de parler de ce sujet dans notre émission?
bon, c'est une image sombre, mais dans chacune des émissions, les personnages qui émanent ne sont pas des personnages sombres. C'est important, parce qu'effectivement, le Cambodge est un pays décimé à plusieurs niveaux. Et c'est une réalité du pays, mais la réalité est aussi les personnages qui sont décrits, je tiens à le préciser. Alors pourquoi la lèpre ? Moi je vais 1 à 2 fois par année depuis très très longtemps au Cambodge, depuis la fin des Khmers rouges. Et je voyais bien parmi des mendiants, des gens éclopés, des gens avec des moignons, etc. Mais en fait, je pensais pas à la lèpre. Et puis si j'y pensais, c'était d'une manière extrêmement inconsciente. Et quand je me suis trouvée dans ce centre via une amie, j'étais bouleversée de voir en fait que ces gens ressentent, que ces gens ont une vie, ils aiment, ils ont toute la vie qu'on a, et on les oublie. En fait, c'est comme effectivement des maudits de Dieu, et puis on les oublie, et c'est comme s'ils n'existaient pas, comme c'était un monde à part, qu'on passe à côté et on les ignore. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce sujet. C'est un problème important, la lèpre au Cambodge ? Sûrement oui, parce que on en voit beaucoup. En fait, maintenant, je suis consciente. Maintenant que vous le savez. Ouais, maintenant que je le sais, je vois qu'on en voit beaucoup. C'est un problème lié à la pauvreté. Ça, c'est très important à dire. Le Cambodge reste un pays très pauvre et il n'y a pas de détection. Et c'est réellement, j'ai découvert à travers ce reportage que c'est un problème effectivement important et qui est dramatique pour beaucoup de gens, et notamment souvent ils sont même pas détectés. Est-ce qu'on peut chiffrer la lèpre au Cambodge ? Alors il n'y a pas de chiffres pour des raisons, je pense aussi parce que le gouvernement est mal à l'aise par rapport à ça. Mais quand il y a des descentes, notamment par cette organisation de l'Ordre de Malte, dans les provinces, par exemple quand ils descendent pour faire de la détection active, en sensibilisant les gens avec des médecins, etc., qui viennent détecter, en un mois, ils peuvent arriver jusqu'à 100 de nouveaux cas. Donc imaginez ce que ça veut dire en un mois, 100 de nouveaux cas. Donc il y en a des milliers, voire peut-être des dizaines de milliers de personnes. Dont certains sont soignés dans ce centre Kieng Kleng, près de Phnom Penh, où on est aujourd'hui, un centre géré donc par le Siomal. À quoi est-ce qu'il ressemble, ce centre ? C'est un hôpital ? Alors, il y a des opérations, mais c'est beaucoup plus qu'un hôpital. C'est un centre de réhabilitation qui permet à ces gens d'abord d'arriver quelque part, d'être soignés, mais aussi de réapprivoiser le monde extérieur, parce qu'ils se sentent maudits eux-mêmes, ils ont honte, et souvent le grand problème, outre tous les côtés physiques, c'est qu'ils osent plus confronter le monde extérieur, et ce centre est aussi là pour ça, donc ça dépasse largement le côté hôpital. Et il ressemble à quoi ? C'est un grand centre ? C'est pas un très grand centre, c'est des bâtiments en forme de carré avec des cours, et puis il y a des chambres côté hommes, côté femmes. Il y a des lieux de rencontre où on peut voir la télé. Il y a des lieux où ils apprennent un peu à lire, à écrire, puisque c'est des pauvres. Alors ils sont généralement analphabètes. Et puis il y a aussi des lieux importants où ils doivent nettoyer leurs plaies. Donc il y a des robinets et puis ils passent beaucoup de temps à nettoyer les plaies. Alors on va aller dans ce centre avec vous. On s'y est installé avec Sophia qui a commencé à raconter son histoire. Vous pouvez nous le présenter en 2 mots avant qu'on l'écoute ? Sophia, c'est un jeune homme extrêmement discret. On le remarquerait pas comme ça en passant à côté de lui. Il est pas très grand, il est frêle et il a une voix extrêmement douce. Donc vraiment cette discrétion. On voit bien qu'il a un œil, effectivement, qu'il n'arrive pas à fermer, des moignons, une raideur dans la bouche, une raideur d'un côté du faciès. Il boite un peu, mais c'est encore assez discret puisqu'il a eu différentes opérations. Et en fait, quand il commence à parler, ce jeune homme discret, on est vraiment pris dans son histoire.
ឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាអ្នករកនេសាទត្រីហើយខ្ញុំមានបងប្អូន6នាក់ខ្ញុំចាក់ចេញពីស្រុកមួយទៅរស់នៅស្រុកមួយទៀតដោយរស់នៅលើទូកបាទ Nous sommes 6 frères et sœurs et comme mes parents étaient très pauvres et étaient pêcheurs, on vivait sur un bateau et on bougeait d'un endroit à l'autre. J'avais 5, 6 ou 7 ans. À ce moment-là, j'avais toujours mes boutons blancs sur certaines parties du corps. On sent rien d'autre, il y a juste ces boutons et aucun autre effet, donc on n'a pas fait trop attention. Comme j'avais quand même des aptitudes pour l'école, mes parents étaient d'accord de me laisser aller vivre dans une pagode. Donc au Cambodge, les pagodes accueillent souvent des jeunes garçons justement de familles pauvres. Et ces jeunes garçons font des stages en bonze, donc en moine. Et dans ces stages-là, qui sont gratuits, bon, ils doivent participer à la vie de la pagode. L'avantage, c'est qu'ils ont une éducation, ils apprennent les prières, ils apprennent le pali, qui est la langue religieuse et issue du sanskrit, et ils apprennent le khmer. Donc je suis devenue bonze et en 2000, je suis tombée malade fort avec de fortes fièvres. Ils ont dit que j'avais une allergie. Dans cette pagode-là, une nuit, alors que j'étudiais mes textes, j'ai soulevé mon bras vers l'arrière pour prendre des livres. Et le matin, j'ai trouvé une immense cloque très très profonde sur mon avant-bras. Et je ne comprenais pas d'où ça venait. Et en fait, je me suis souvenu que quand j'ai mis le bras en arrière pour prendre le livre, il y avait une bougie. Et j'en ai conclu que c'était une brûlure de la bougie. Et là, j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. J'avais alors 15 ans. Quand le médecin m'a appris que j'avais la lèpre, à l'intérieur de moi, tout s'est effondré. Je savais que cette maladie-là, dans mon pays, on est dégoûté par cette maladie, on fuit ces gens et que ces gens sont marginalisés. C'est ça que je savais sur cette maladie. Et dès que les bons ont su que j'avais cette maladie, j'ai été mise en quarantaine. En 2003, donc mes soins par les médicaments étaient terminés, mais c'était terriblement dur pour moi de plus voir mes anciens camarades. Je n'étais pas en état de les voir, je devenais un monstre. Tout se tordait en moi et c'était tellement horrible pour moi que je pensais à me suicider. Donc nous sommes dans l'hôpital, là il y a 2, 4, 6, 12 lits métalliques avec des nattes dessus, avec sur chaque lit une personne malade, et ils attendent tous leur opération. Il y a beaucoup de ventilateurs, il fait très chaud mais l'hôpital est bien aéré, il y a des grandes fenêtres, le plafond est plutôt haut. Donc c'est agréable et c'est très très propre. Là c'est l'heure de manger, ils amènent chacun leur assiette sur le lit.
très jolie femme avec des tresses et des beaux habits. Tiens, Okon. Vous venez d'où? Mampina. Vous venez de Siem Reap. Et vous vous appelez comment, Chouhai? Pali. Pali, on dirait une petite Heidi en noir-rose. Elle a des tresses de chaque côté. Elle a un très très beau sourire. Un regard lumineux. Pourquoi tu es maintenant ici à l'hôpital? C'est que comme je continuais à avoir des pustules et que je ne guérissais pas, j'ai été à l'hôpital à Siem Reap et c'est là qu'on m'a envoyé ici. Et comment vous avez su que vous étiez malade? J'avais 14 ans et il y a eu une équipe médicale qui est venue dans les villages et puis ils ont vu que j'avais ces boutons blancs et puis ils m'ont donné les médicaments trithérapie. Et après, qu'est-ce que tu as fait? La tête on. Donc oui, j'ai continué à travailler dans les champs et puis à aller à l'école. Mais petit à petit, mes camarades d'école m'ont évité. Mais comment ils ont su que tu avais cette maladie? Parce que j'ai commencé à avoir du pus sur mes pustules et ça s'est su que j'avais la lèpre. Et maintenant, tu as quel âge? J'ai 33 ans. Qu'est-ce que tu fais comme travail maintenant? Je fais les champs, les rizières et je fais les ménages. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans cette maladie? Les deux choses les plus difficiles pour moi, c'est le fait que tout le monde est dégoûté de moi et aussi le fait que je m'infecte tout le temps, je fais à manger, je me rends pas compte, je me brûle, ça s'infecte, je vais dans les champs, je me coupe, ça s'infecte. Dès qu'on a ces pustules, la zone devient insensible et c'est très difficile. Sophia, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons tous sortir pour acheter quelques chaussures et quelques habits. Mais pourquoi ils ne peuvent pas sortir seuls? Je sors avec eux parce qu'ils sont dans la même situation que moi, ils n'osent pas faire face, sortir d'ici par honte. Donc je les pousse à venir avec moi et sortir dans la rue pour oser affronter la société. Nous voilà, nous montons dans un tuk-tuk, tous ensemble. Voilà, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur un petit tuk-tuk. Tout le monde rigole parce qu'en fait ils se marchent sur les pieds des uns des autres, mais en fait comme ils sentent rien, c'est quand ils veulent lever le pied qu'ils découvrent que leur pied est sous le pied des autres. Donc ça les amuse beaucoup. Sophie a aussi le pied droit insensible, donc il a aussi ce problème. Nous voilà arrivés au marché. Sophie demande de faire bien attention à son argent, à son porte-monnaie, ainsi qu'à ses pieds. Voilà, chacun se dirige dans une petite échoppe et fait son marchandage.
Les regards sont très insistants sur le groupe. Les gens disent rien, mais regardent de manière extrêmement insistante le groupe de lépreux qui avance. Qu'est-ce que vous voulez acheter, Chang Teng Ai? Un pantalon. Ai nè ná. Ba. Ai nè ná. Quạt này. Quạt trong bàn ai để dục. La deuxième femme veut une chemise de nuit. Lại mốt hay po cứ miền. Cho bàn po. Voilà, Yoli a trouvé un pantalon qui lui plaît. Elle veut l'essayer. Elle préfère qu'on la mesure plutôt que de l'essayer. Parce qu'elle a son bras handicapé. Les deux femmes hésitent. Elles n'arrivent pas à marchander le prix qu'elles veulent. Je sais, je connais cette maladie. Vous avez peur de cette maladie? Cette maladie était terrible avant parce qu'on n'en guérissait pas, mais Dieu merci, maintenant il y a un médicament qui aide à guérir. Heureusement, hein? Heureusement. Avant, ils étaient parqués dans un village, explique le vendeur. Mais maintenant, heureusement, les médicaments sont là. Tinh man. Voilà, les hommes ont tous quelque chose, les femmes pas encore. 5 dollars un Bermuda. L'aisance de Sopier est impressionnante malgré son handicap et c'est absolument clair que son aisance est contagieuse pour les autres. Tout se fait dans la gaieté. C'est vraiment Sopier le meneur de l'histoire, celui qui plaisante avec toutes les vendeuses. Sophia ពេលសុភាដើរអញ្ចឹងជាមួយពស់ហ្នឹងវាស្រួលជាងឲ្យពស់ហ្នឹងមកពីសុភាក៏ឈឺដែរបាទត្រូវទេបាទហ្នឹងហើយមកខ្ញុំឈឺដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដើរមួយពួកគាត់ទាំងពួកគាត់ទាំងខ្ញុំមានគេចាប់អារម្មណ៍ Donc le fait que je sois moi-même aussi malade aide à ces personnes malades d'avoir confiance en eux et comme vous voyez, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas, mais tout le monde est intrigué. En général, on nous fixe et on continue à nous regarder quand nous passons. Ma présence a un grand rôle là-dedans parce qu'ils ont très confiance en moi. S'ils venaient seuls, ils seraient beaucoup plus handicapés. La dernière fois que nous sommes allés au cinéma, je leur ai dit d'aller acheter leurs billets.
Et ils n'ont pas voulu tant que je les accompagnais pas. Ils n'osaient pas. Donc ils se reposent beaucoup sur moi. Et le fait que moi je sois à l'aise, ça leur donne confiance. Voilà, le marché est fini. Chacun a fait ses petites emplettes. Tout s'est très bien passé. On va remonter dans le tuk-tuk pour rentrer au centre. Une des vendeuses m'a dit oui, je sais ce que vous avez la lèpre. Moi, j'ai rien dit, j'ai rien répondu. Voilà une chanson cambodgienne que vous avez ramenée avec vous. De quoi est-ce qu'elle parle, Carole Van, cette chanson? Une chanson d'amour, une fois de plus, une chanson d'amour. Ouais, mais c'est quoi, ce qu'on mettait dans les boîtes autrefois? Voilà, avant les Khmers rouges, c'est les tubes qu'on mettait dans les boîtes. Vous avez dansé lorsque vous étiez... Voilà, exactement. Souvenir, nostalgie. Qu'est-ce que ces rencontres avec ces lépreux ont changé, Carole Van? Je rappelle, vous êtes journaliste cambodgienne, vous êtes née au Cambodge. Vous nous disiez tout à l'heure que vous saviez même pas que la lèpre existait au Cambodge. Au fond, ces rencontres, qu'est-ce qu'elles ont changé? Essentiellement, ça a donné un visage humain à cette partie de la population que je croisais, parce que quand on va au marché au Cambodge, ou bien dans la rue, ou dans les campagnes, on les croise, ils sont là, souvent ils mendient. Et en fait, maintenant, je les regarderai plus jamais de la même manière, et surtout, j'arriverai même à parler avec eux, et parler de ça, alors qu'avant, c'était comme quelque chose de totalement anonyme. Voilà, ça a changé ça. Ils sont devenus part de la population et des personnes non anonymes. Nous sommes maintenant avec Harald Schmidt de Gruneck. C'est un ancien du CICR. Il est chef de projet au CIOMAL, le Comité international de l'Ordre de Malte, un organisme qui finance, gère des centres de prévention, de soins médicaux, de réhabilitation sociale, de formation du personnel soignant en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, notamment au Cambodge, notamment ce centre où vous étiez, Carole Van, ce centre de Kien Klang. Harald Schmidt va nous expliquer tout d'abord pourquoi il existe encore des centaines de cas de lèpre au Cambodge. Il nous racontera les discriminations aussi dont les lépreux sont victimes dans ce pays, et puis le travail aussi que ce CIOMAL accomplit pour détecter les cas de lèpre, soigner les personnes, tenter de les réhabiliter socialement aussi. On aurait voulu l'avoir en direct, mais là, il est déjà reparti sur le terrain en Indonésie. Donc, je lui ai demandé une réaction à votre reportage, Carole Van, lui qui connaît très bien cet hôpital puisqu'il y va régulièrement. Écoutez. Moi, je le connais bien, cet hôpital. J'y suis très souvent.
Et moi, ce qui me frappe, c'est justement l'atmosphère qui y règne. Et j'ai trouvé que Carl Van, dans son émission, a réussi d'une manière absolument éblouissante à faire ressortir cette joie. C'est difficile à dire joie, parce que quand on voit, il n'y a pas d'image naturellement là. Mais peut-être c'est bien, parce que l'image impressionne trop. Et quand on voit ces gens qui arrivent et qui sont désespérés, et quand on entend Sofia qui à un moment même nous dit qu'il avait envie de se suicider, quand on voit que tout à coup il réalise qu'il y a des gens qui s'occupent d'eux, parce qu'ils vivent dans un monde de discrimination, d'exclusion, de ségrégation, et c'est quotidien, ça s'améliore, mais c'est quotidien quand même. Quand tout à coup ils voient qu'il y a des gens qui s'intéressent à leur cas, qui les prennent dans cet hôpital, que les soins sont gratuits, que non seulement on s'occupe d'eux au point de vue médical, mais qu'on essaye socialement de les réintégrer ou de faire un début de réintégration. Ne soyons pas trop, soyons humbles en l'occurrence. C'est ça qui est fantastique. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tous les mettre ensemble toujours. C'est évident que le fait de se retrouver avec des frères et des sœurs de maladie, ça aide. Ça aide parce qu'on devient solidaire par la force des choses. Mais c'est fascinant de voir ce Sofia qui est là, puis qui mène tout ce petit monde. Et c'est sa personnalité aussi, j'imagine, qui fait que ça se passe comme ça. C'est sa personnalité, c'est le fait que lui-même a été lépreux, et c'est le fait qu'il travaille pour nous. Donc il est engagé par la Fondation du Siamal, pas seul d'ailleurs, on a 2 autres assistants sociaux, dont le boulot est de dire à tous ces lépreux, on en a régulièrement une 50aine dans l'hôpital, c'est de leur dire, mes enfants, il y a une vie après la lèpre. Et je sais, vous avez été maltraités, vous avez été discriminés, vous avez été exclus dans vos villages pour telle ou telle raison. Eh bien, sachez que, regardez-moi, il y a une vie après la lèpre. Et maintenant, et moi j'en suis très heureux, moi je suis là-bas depuis 4 ans, environ 4 ans. Et au cours des 2 dernières années, on a réussi à le faire envoyer dans des forats internationaux. Il est allé aux Philippines, il est allé à Bali, il est allé en Corée du Sud pour représenter justement un malade de la lèpre qui s'en est sorti. Et ça, c'est des choses qui le grandissent parce que maintenant, il se sent plus fort. Ce qui nous frappe bien évidemment, c'est cet abîme entre le côté atroce de cette maladie et ces éclats de rire qu'on entend dans le reportage. Ce qui est étonnant aussi, et ce que je m'étais jamais reposé la question, c'est vrai que la lèpre, ça fait appel chez nous à des images de Moyen Âge, et on ne sait pas que la lèpre existe encore dans certains pays. Pourquoi est-ce qu'il y a de la lèpre au Cambodge? C'est frappant, vous savez, lorsque vous posez la question, pas seulement au Cambodge, j'étais récemment aux Philippines et je posais la question aux gens. Je ne savais réellement pas s'il y avait ou s'il n'y avait plus des lépreux aux Philippines. Et on m'a répondu qu'il n'y en avait plus. Le Cambodge, on me répond, mais il n'y a plus de lèpre. Alors quand on, c'est qui? C'est des gens que je connais, des gens que je rencontre, que ce soit dans la rue ou alors des gens dans le cadre d'un programme national de lutte des maladies oubliées. Et les gens sont persuadés, ou certaines personnes qui pourtant devraient être informées, vous disent, en vous regardant dans le blanc des yeux, non, à notre connaissance, il n'y a plus de lèpre. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement un problème européen, c'est même un problème là-bas, sur place. Il faut bien vous dire que le Cambodge, c'est certaines grandes villes, mais c'est beaucoup de petits villages, d'accès difficile, essentiellement durant la saison des pluies. Et dans ces petits villages, le lépreux, il est relégué au fin fond du village. On part du principe qu'il a très mal vécu dans sa vie précédente et qu'il n'a gagné aucun mérite. Et que le résultat, c'est qu'il est lépreux. Et donc, il doit souffrir dans sa vie présente et il renaîtra peut-être dans un corps bien meilleur quand il aura gagné ses mérites. Donc, c'est perçu encore comme une malédiction. Absolument, absolument. Et surtout, n'oubliez pas que le Cambodge, d'accord, la religion officielle c'est le bouddhisme, mais vous avez beaucoup d'hindouisme, et chaque endroit spécifique a un dieu, chaque tronc d'un arbre magnifique, eh bien, il y a certainement la résidence d'un dieu. Et ça c'est extraordinairement important. Et de quel type de discrimination souffrent les lépreux dans les villages cambodgiens? Alors ces gens sont, comme je vous le disais, relégués au fin fond du village, et ce sont des gens qui survivent littéralement, et qu'on ne veut pas voir, qui ne doivent pas se mélanger aux autres. C'est bien là leur grand malheur, et c'est notre difficulté à nous pour pouvoir les détecter.
C'est un des grands problèmes parce qu'à la limite, on nous dira jamais, oui, dans tel endroit du village, il y a un monsieur qui a telle et telle difficulté. Est-ce qu'il y a des exemples de violence par rapport aux personnes lépreuses? Pas à ma connaissance. Non, ça va pas jusque-là. C'est des gens qui sont simplement ségrégés, c'est des gens qui sont exclus, c'est des gens qui sont rejetés à fin fond d'un village, ou qui ne sont pas servis, ou qui sont, rejetés. Mais je ne connais pas de violence physique. Ce qui est étonnant, c'est que voilà, la lèpre existe encore dans ces villages. Alors bon, vous n'êtes pas médecin, mais est-ce qu'on arrive à expliquer pourquoi tout d'un coup, dans un village, il y a un cas de lèpre, ou tout d'un coup, dans un autre village, il y a un cas de lèpre? Comment c'est possible? La lèpre est une maladie infectieuse. C'est une maladie infectieuse bactérienne qui attaque les nerfs périphériques, qui attaque la peau. Et étant donné que la période d'incubation, donc ça se transmet par voie aérienne, donc par voie nasale ou voie buccale. Et vous pouvez très bien être, dans le cadre de votre famille ou dans le cadre de vos voisins, vous pouvez être infecté par une de ces gouttes nasales ou buccales, mais le temps d'incubation est extrêmement long. Il peut prendre 5 à 10 ans. Donc les premiers signes cliniques de la maladie peuvent n'apparaître qu'après 5 ans. Mais pendant ce temps, vous êtes lépreux et vous devenez contagieux. Et c'est là le grand drame. Alors, bien sûr qu'idéalement, l'OMS a certains critères, certaines stratégies, et l'OMS aimerait que les soins qui sont donnés aux malades lépreux soient totalement intégrés dans le système de santé existant. Alors, sur le papier, c'est le cas au Cambodge. En réalité, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Résultat, le nombre de nouveaux cas de lèpre que l'on découvre par année, je vous parlais tout à l'heure de 3 à 400, va en diminuant chaque année. Alors, ils sont très contents, très fiers. Et moi, je leur dis, oui, très bien, soyez fiers. Mais enfin, moi, je pense qu'on passe à côté de centaines d'autres cas. Simplement parce que vos travailleurs de la santé sont mal payés, sont totalement démotivés, n'ont pas de moyens de transport. Donc, ne soyez pas étonnés qu'ils ne font pas les missions qu'ils devraient faire, missions de contrôle. Alors, ce que nous avons fait, nous avons commencé ça l'année passée. C'est l'Ordre de Malte qui finance ça. Nous avons commencé à dresser une liste de tous les malades, tous les anciens malades de la lèpre détectés entre 2000 et 2010. Nous les avons recherchés, on a des listes, et on a commencé pendant 2 mois dans un endroit géographique bien défini à leur rendre visite, à ausculter toute leur famille et tous leurs voisins. Et l'année passée, en l'espace de 2 mois, on a découvert 97 nouveaux cas. Et cette année, on a recommencé, avec une originalité dont je vais vous parler. On a recommencé et en 1 mois, donc le 2e mois se termina à fin mars, en 1 mois, à fin février, on avait découvert déjà 118 cas. Alors, l'originalité, c'est que cette année, on a utilisé une troupe de théâtre qui a écrit un scénario sur la lèpre, un scénario ludique et en même temps vulgarisant tous les éléments de la lèpre. C'est une petite pièce qui dure une 40aine de minutes. Moi, j'avais trouvé des fonds auprès de fondations privées suisses pour leur payer un camion, pour payer la construction d'une scène mobile. Et ils vont dans tous les villages où l'équipe médicale suit quelques jours plus tard. Ils vont puis ils annoncent la bonne nouvelle. Ils ont un petit camion avec haut-parleur. Ils disent ce soir, venez, on va vous faire connaître ce que c'est que la lèpre. On va avoir une petite pièce. Il y aura de la danse aussi. Et les gens viennent. Quand moi-même j'ai assisté à ces revues, ils étaient peut-être entre 400 et 800 personnes. Peut-être un peu plus, je sais pas. Et le jour après ou les jours qui suivent, les équipes médicales arrivent. Ce sont des équipes médicales du Programme national de lutte contre la lèpre avec des gens du SIOMAL. Et là, pendant 1 jour, 2 jours s'il le faut, on va voir ces anciens malades qui avaient été diagnostiqués et qui sont guéris maintenant puisqu'ils ont suivi la trithérapie. Et on ausculte toute leur famille et tous leurs voisins. Et c'est dans ce contexte qu'on a découvert ces 138 cas. Donc le but premier, c'est de détecter les lépreux avant qu'ils les signes de la maladie les touchent, et en essayant d'éviter aussi qu'ils transmettent la maladie, c'est ça? Absolument. Et là, vous les soignez? C'est ce qu'on appelle des campagnes de détection précoce. Et sur les 118, j'ai dit 138 tout à l'heure, mais c'est sur les 118 qu'on a découvert donc pendant le mois de février, 110 n'avaient aucune infirmité, et seuls 8
avait été détecté tardivement et avait déjà soit des mains griffées, soit des pieds tombants. Quand on dit détecté, c'est quoi ça? Avec des prises de sang? Ce sont des spécialistes qui vous mettent à nu, ou presque à nu, et qui regardent sur tout le corps les signes cliniques éventuels que vous pouvez avoir pour la lèpre. Et un des signes qui est déterminant, c'est lorsque vous avez des petites taches blanches, ils vont avec une plume de paon et ils le piquent au milieu de cette tache blanche, et c'est l'insensibilité. Et ça, c'est le début justement des conséquences de la lèpre. Insensibilité qui après peut devenir infirmité. Et donc, une fois que ces lépreux sont détectés, ils sont soignés et peuvent être guéris. Alors, une fois qu'ils sont détectés, ils sont soumis dès le premier jour à une trithérapie. C'est donc 3 antibiotiques différents. Ces gens-là, dès la première semaine où ils ont pris ces antibiotiques, ne sont plus contagieux. Ça, c'est déjà un élément essentiel. Et puis, selon le degré de bacilles qu'ils ont dans le corps, ils sont soit paucibacillaires ou multibacillaires et donc doivent suivre le traitement pendant soit 6 mois, soit 12 mois. Et au bout de ces 6 mois et de ces 12 mois, ils sont guéris à vie, ils n'auront plus jamais d'incapacité due à la lèpre. Un camello sobre la espalda. Cyril Desprats y el compañero T. I was born in Cambodia, in the middle of the war. Blood dripped down my face. What were we paying for? Born in Cambodia, like millions more, running through the kiln fields. What were we running for? Purple tried to destroy us as we ran by day and night. So many souls were lost there as we continued on our plight. Run through the kiln fields, what we're running for. Millions of tears were shed there in the cloud of death and life. So many torn apart, so many scared for life. The nightmares, they still haunt me, of the cries in early morn. I forgive but can't forget the land where I was born. What were we running for? In a cloud of death and life, so many torn apart, so many scared for life. The nightmares, they still haunt me, of the cries in early morn. I forgive but can't forget the land where I was born. Run through the kiln fields, what we're running for. Voilà, ça s'appelle Cambodia, c'est signé de Bonnie B, cambodgien, qui vit aux États-Unis, qui a vécu en Suisse romande aussi. C'est un roi de l'harmonica. Il a gagné un record mondial en jouant pendant, on l'entend d'ailleurs. Ouais, il a gagné pendant 24 heures durant, il a joué de l'harmonica, il a
travaillé en Suisse romande d'ailleurs pour vendre cet instrument de musique Bonibi donc. On est toujours avec Harald Schmid de Gruneck, ancien du CICR, chef de projet dans ce comité international de l'ordre de Malte qui travaille pour aider les lépreux, notamment au Cambodge. Alors on a vu avec lui l'aspect médical de la maladie. Qu'en est-il de l'aspect social? Qu'est-ce que le SIOMAL fait pour ces gens qui sont considérés comme des maudits, puisque cette maladie est perçue de manière religieuse, comme une malédiction, comme le résultat de mauvaises actions réalisées dans une vie antérieure? Comment est-ce que le SIOMAL fait concrètement pour que ces gens-là puissent se réhabiliter dans la société? La réponse de Harald Schmid de Gruneck. On a environ 250 patients par an qui viennent, avec une durée il reste environ 50 jours dans notre hôpital. Eh bien, sur ces 250, la presque majorité vont pouvoir bénéficier, selon leur niveau de connaissance, selon leur talent, soit de microcrédits, pour commencer un projet d'agriculture, un projet d'élevage de bovins, ou bien de poules, ou bien on va leur donner des bourses aussi. Vous avez des gosses parmi tous ces malades. Et s'ils en ont les capacités intellectuelles, on va leur donner des bourses, soit pour le primaire, soit pour le secondaire, soit pour l'universitaire. On a actuellement 12 étudiants, 6 sont des anciens lépreux, 6 autres sont des enfants d'anciens lépreux, et pendant 5 ans, on les sponsorise pour leurs études universitaires. En les suivant naturellement, on les suit régulièrement chaque trimestre, on regarde leurs notes, on les encourage, on les pousse. Ces gens-là, s'ils arrivent à la fin de leurs études, vont devenir ou acquérir des positions importantes. Et c'est ça qu'on recherche. Donc nous, on recherche dans une génération d'avoir des gens qui expliquent à d'autres que la lèpre, ce n'est pas ce qu'on pensait éventuellement, et qu'il faudrait peut-être qu'on prenne ça en main, et qu'on le prenne en main, ou bien qu'on l'intègre beaucoup mieux dans le système de santé, de manière à ce que ces gens soient trouvés de manière précoce. Mais par exemple, les gens, si vous trouvez un lépreux qui est marqué, parce que c'est ça le problème social, c'est la marque de cette maladie, est-ce qu'il peut rentrer dans son village après? Ça marche? Dans les villages, quelqu'un peut rentrer chez lui. Il peut rentrer chez lui et on l'accompagne. On voit le chef du village, on appelle même les familles à l'hôpital avant qu'ils ne rentrent pour expliquer le cas, pour expliquer que la religion n'a rien à faire là-dedans, que cette maladie est maintenant définitivement guérie, que malheureusement il a des infirmités qui sont visibles. Et on essaye de continuer à le voir, parce que cet homme-là, il va recevoir un microcrédit, ou bien il va recevoir une formation professionnelle, et donc chaque 3 mois au minimum, et c'est ça qui est difficile, parce que c'est à travers tout le Cambodge, on va les voir et les suivre, et c'est ça notre aide. On peut pas faire plus, vous savez, on n'est que 40, on n'est que 40, alors naturellement on travaille avec le programme national de lutte contre la lèpre, mais il faut savoir que ce programme national a un budget équivalent à 0. Donc, si demain nous quittions, c'est pas beaucoup, si demain nous quittions le pays, si demain le Netherlands Leprosy Relief, qui est une organisation néerlandaise, si elle quittait le pays et ne finançait plus les $80,000 par an, eh bien, le programme existerait encore sur le papier, mais plus rien ne se passerait. Harald Schmid de Gruneck, est-ce que c'est difficile pour vous de sensibiliser les gens ici, des donateurs, parce que vous vivez aussi de dons, avec une maladie comme celle-là? Alors, c'est difficile parce que on vous regarde ici, lorsque vous parlez de lèpre, on vous regarde de manière curieuse en vous disant mais ça a disparu, c'est pas possible. Puis après, quand on leur montre des documents, des photos, ça se réveille un peu. Le mieux, naturellement, c'est qu'ils viennent sur place. Et on a pas mal de donateurs qui viennent sur place. Alors bon, on fait attention parce que la visite de l'hôpital peut être traumatique pour certains. Est-ce que vous avez dû vous-même, Harald Schmid de Gruneck, faire un travail sur vous-même pour affronter ces images quand même terribles de gens qui souffrent de la lèpre? Écoutez, j'ai travaillé pendant 35 ans pour le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, et très souvent sur le terrain, dans des théâtres de conflits, de révolutions, de détention, de prison. Donc, la seule chose qui diffère, c'est que je ne suis plus du tout sous stress. Je ne travaille plus sous stress.
Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau et c'est quelque chose qui est plus petit, que j'arrive à cerner beaucoup mieux. Et l'ambiance que donne le reportage de Carole Van à l'hôpital, je souris avec tous ces gens. Oui, maintenant, mais au début. Ah, au début, non, j'avais malheureusement, oui, vous savez, on s'habitue à tout. Et au départ, c'était, oui, un peu plus difficile, mais on s'habitue à tout. Et je dois dire que la preuve que je suis ici depuis 4 ans et que je continue à le faire avec beaucoup de plaisir, parce qu'aussi on innove, on fait des nouvelles choses, on essaye de leur apporter des choses. On a commencé à construire des petites maisons. J'ai construit maintenant 10 petites maisons qui reviennent à $2,000. Des maisons en bois. Non, personnellement, vous savez, c'est ça. C'est toujours la même chose, que ce soit le CICR ou bien que ce soit l'Ordre de Malte. Personnellement, vous recevez beaucoup et vous donnez un peu et vous recevez beaucoup. Est-ce qu'on éradiquera une fois la lèpre au Cambodge et dans le monde? Écoutez, l'OMS a décidé, pour des raisons XY que je ne comprends pas, elle a décidé que si un pays avait moins de 1 cas par 10 000 habitants, ce pays pouvait déclarer que la lèpre était éliminée. Ce qui, à mon avis, est totalement faux. Parce que vous avez des pays maintenant qui fanfaronnent et qui vont dans les médias internationaux ou dans les forats internationaux en disant depuis 1998 nous avons éliminé la lèpre et ne se donnent plus les moyens pour lutter contre ce qu'il reste encore. Alors de l'élimination à l'éradication, ce sera très difficile. Ça prendra, à mon avis, plusieurs générations. Vous savez, vous serez étonné peut-être d'apprendre que aux États-Unis, vous avez encore 300 cas par an. En France, peut-être la même chose. C'est vrai que les améliorations au point de vue hygiène, au point de vue alimentation relativement balancées, font qu'il n'y a beaucoup moins de cas locaux et que tous ces cas sont des cas de voyageurs, de personnes qui viennent de l'extérieur. Mais on a encore des cas. Et puis finalement, en ce qui nous concerne, nous qui sommes en contact quotidien avec les lépreux, eh bien, simplement, on peut avoir le bacille, peut-être, mais on le développera jamais. Parce qu'on a une hygiène qui est relativement bonne et puis on essaye d'avoir une alimentation qui est relativement équilibrée. Donc une résistance résistance immunitaire qui est meilleure que ces pauvres gens qui vivent très souvent dans des conditions hygiéniques difficiles et qui ont une diète qui n'est pas balancée. Merci beaucoup, Harald Buschmidt-Gruneck, d'avoir passé cette heure avec nous. Bonne suite à vous. Merci beaucoup. Voilà, et si vous souhaitez plus d'informations donc sur le Comité international de l'Ordre de Malte qui fait ce travail auprès des lépreux du Cambodge et d'ailleurs, eh bien, vous allez sur notre site internet rts.ch/dromadaire. Demain, Carole Van, dernier jour, dernier feuillet, dernier reportage. Avec qui est-ce qu'on va? Demain, on va se promener avec un groupe de chanteuses, de jeunes chanteuses, jeunes et jolies chanteuses, qui sont d'anciennes ouvrières, qui se sont révoltées contre leurs conditions et qui ont formé ce groupe de chanteuses. Et la particularité de ce groupe, c'est qu'elles chantent des questions sociales sur des airs de tubes à la mode. On écoutera ça demain. Merci aujourd'hui aux classes de 6e année de Chanel à Morges et de 9 VSO2 de Vevey qui nous ont fait l'amitié de leur visite dans le cadre de la semaine des médias. Merci à Isabelle Barthes en régie, à Francina, notre assistante, Stéphanie Coudray, notre recherchiste, et Monsieur T qui réalise les carnets de route. Carole Van, Cyril Desprats, il va être 20h à Phnom Penh, 15h sur la première.